Voilà pour cette deuxième partie qui est consacrée donc au retour d'expérience où on vous présente des projets concrets, des témoignages. On va commencer donc avec un retour d'expérience structurant d'un groupe particulièrement florissant. J'espère que vous apprécierez le jeu de mots quand vous verrez le logo s'afficher. J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Pastorino, Group Chief Product Officer chez Interflora, qui est avec nous à distance. Bonjour Nicolas. Et Annabelle Vincent, directrice de projet chez Calliope. Bonjour à tous les deux. Ils vont revenir sur 50 transformations, donc ça va être une version condensée, 50 transformations, on va se la faire en condensé, le passage à une architecture composable et les arbitrages front-end qui ont été opérés. Voilà, Annabelle, je te laisse la parole. Merci Stéphane. Bonjour Stéphane, bonjour Nicolas et bonjour à tous. Effectivement, nous n'allons pas rester 5 ans sur le plateau. Donc dans un premier temps, hop, avec la zapette, c'est mieux. Donc moi je suis Annabelle Vincent, directrice de projet et product manager chez Calliope. Donc moi j'ai plus de 20 ans d'expérience maintenant dans le digital. Donc je m'occupe principalement chez Calliope du pilotage financier stratégique de grands comptes et de comptes un petit peu moins grands également. Et également la concrétisation de besoins business en outils centrés vraiment utilisateurs. Donc là c'est plus la casquette product manager. J'ai également donc un background technique. Moi, je suis une ancienne développeuse, donc j'ai cette vraiment double casquette pour pouvoir vraiment comprendre les besoins techniques et pouvoir les besoins fonctionnels et pouvoir les mettre dans des techniques et j'orchestre les différents métiers. Voilà pour moi. Et je te passe la parole, Nicolas. Et bonjour à tous, bonjour Annabelle. Donc Nicolas Pastorino, je m'occupe chez Interflora, groupe Interflora qu'on décrira un petit peu après, de la tech et de l'e-commerce, la partie acquisition, avec un parcours hybride, une vingtaine d'années entre la tech ou la gestion de la tech et le digital marketing et la direction générale, dans le monde de l'e-commerce en grande partie. Et le groupe Interflora, donc il est probable que beaucoup de gens autour de la table et à distance connaissent la marque. C'est une marque qui rayonne mondialement depuis plus d'un siècle, qui aujourd'hui est exploitée sous forme de licence, donc des sociétés l'exploitent par grande région. Nous, notre groupe MyFlower l'exploite en Europe. Vous voyez les noms des pays dans lesquels nous opérons. Nous sommes un groupe d'environ 300 employés avec 7000 fleuristes qui nous aident au quotidien à la fois concevoir, fabriquer et livrer aussi les magnifiques créations florales qu'on propose à la vente. Nous sommes un acteur de la vente de fleurs à distance, mais aussi du cadeau. Vous pourrez voir sur nos sites que l'offre est largement diversifiée, avec une excellente notoriété, on l'a dit, un très bon taux de satisfaction client dans des situations où les émotions sont à satisfaire de toute nature, et la taille du business est d'environ 4 millions de commandes annuelles à notre échelle européenne. Alors, comment on s'est embarqué dans cette aventure du headless, pour reprendre le titre de cette conférence, du headless, du composable. Il y a un peu plus de 5 ans, on partait d'un groupe qui était structuré plutôt comme un ensemble de sociétés en portefeuille, une société étant égale à un pays, on va dire. La volonté était de créer un groupe avec des fonctions centrales qui puissent travailler en transverse, principalement autour de la tech et du marketing digital. Et dans cette transformation-là, un des piliers était la convergence technologique, la convergence product, du fait d'une très très grosse fragmentation en fait des stacks, des outils, des façons de faire, des équipes et des organisations. Chaque pays avait sa propre sauce, sa propre recette. On n'avait aucun point commun, littéralement aucun point commun entre les business units, soit en termes de tech, soit en termes d'organisation. Et comme dans beaucoup de sociétés qui existent depuis un certain temps, qui s'étaient lancées comme Interflora sur l'e-commerce depuis très longtemps, une part de legacy s'était installée, de l'obsolescence, donc il y avait un besoin de moderniser et d'industrialiser aussi l'approche product et tech autour principalement du B2C, e-commerce, mais pas que. On a des outils très très importants dans notre chaîne de valeur, notamment ce qu'on appelle le portail fleuriste, pour que on interagisse avec nos fleuristes de la meilleure façon possible, qui devait être prendre un cran, prendre 2 crans et s'étendre et devenir des produits européens. Tout en respectant des spécificités locales qui sont très importantes dans notre business aussi. Donc effectivement, le composable, c'était pour converger rapidement.
Comme nous l'a expliqué Nicolas, donc le front e-commerce a été déployé dans tous les pays avec un corps modèle. Il y a un modèle cœur qui est vraiment indispensable et qui est pour tous les pays. Maintenant, il y a des spécificités locales. Ces spécificités locales peuvent être des fonctionnalités particulières dues à la culture ou dues à d'autres biais ou à d'autres fonctionnalités, clairement. Mais il était nécessaire de pouvoir les mettre en place également dans son cœur. On voulait aller vraiment rapidement de la valeur. Par exemple, moi, j'ai piloté 2 migrations pour Interflora, 2 migrations des pays nordiques en l'occurrence. Il y avait vraiment des fonctionnalités sur lesquelles on a challengé pour vraiment déployer rapidement de la valeur. Est-ce que cette fonctionnalité est vraiment utilisée ? Quel en est l'impact business? Est-ce que c'est maintenant? Parce qu'il y a aussi des questions de saisonnalité. Est-ce que vous en avez besoin pour la fête des mères? Est-ce que vous en avez besoin pour après? Donc, tout vraiment ces spécificités locales-là peuvent également être importantes et peuvent déployer de la valeur pour les autres pays également. Donc ça, c'était vraiment intéressant et important. C'est également adapté aux SI locaux qui étaient intouchés. Chacun des SI et des ERP locaux était déjà mis en place, important et nécessaire pour la gestion correcte des commandes, pour que le Customer Service Care puisse communiquer avec des clients, une annulation de commande, une modification de commande. Donc il fallait vraiment que l'architecture puisse communiquer avec ces SI locaux-là. La facilité d'appropriation de l'approche produit. Changer toute une architecture, ce n'est pas juste de la technique, c'est également organisationnel. Ramener du produit, communiquer avec toutes les autres équipes, avec les équipes CRM, avec les e-merch, mettre vraiment tout le monde sur la même longueur d'onde et sur la même ligne, de façon à pouvoir générer et créer un produit avec de la valeur rapidement et enfin scalable. Nicolas nous l'a dit, il y a déjà 7 pays, si je ne m'abuse, qui sont dans le groupe MyFlower. L'objectif est également de s'étendre. Les 2 migrations dont je vous parle, les migrations des pays nordiques, ont été faites en l'espace de moins d'1 an. Donc, on a pu mettre en place des choses rapidement et de façon scalable. On va rentrer un petit peu plus en détail sur la partie architecture. Donc, comme vous voyez, sur la partie... Ce qu'on voit peut-être Annabelle, c'est que on est un peu en interne, on se le dit parfois en plaisantant et on le dit à l'externe en grande humilité, c'est qu'on est tombé dans le composable et dans le headless un peu par hasard sans le savoir. C'est notre stratégie de convergence qui nous a forcés. On voulait, comme tu le disais, très rapidement apporter une valeur incrémentale via l'e-commerce, qui est plus de 80% de notre business, donc le front. Donc déployer ce front core modèle avec quelques spécificités locales le plus vite possible. Et c'est là que l'architecture composable s'est imposée pour pouvoir s'adapter aux SI locaux qu'on ne voulait pas refondre dans leur profondeur. Ce sont des projets souvent d'une autre ampleur qui demandent de revoir les règles métiers très très en profondeur et les organisations. Donc on voulait aller très vite et on est tombé dans la marmite du composable, du headless par hasard. Et on y est resté, c'était un choix structurant positif. Oui, effectivement, merci Nicolas pour la précision. Donc, par rapport à l'architecture, sur la partie de gauche, vous voyez donc le site web Interflora, comme il a été développé. Donc, au niveau des technologies, c'est du Vue.js avec le framework Nuxt. Donc là, on a vraiment toute la partie front, là où sont affichés ce qu'on appelle les PLP, Page Listing Product, les PDP, Page Description Product, où on a vraiment, est-ce qu'on met toute la partie tunnel, est-ce qu'on met le numéro de téléphone du destinataire, l'expéditeur, ainsi de suite. Tout ça communique avec une brique qui est très très importante, c'est pour ça qu'elle a été mise en jaune, qui est la partie middleware. Le middleware, donc grâce à Apollo GraphQL, qui est donc un orchestrateur d'API, dans le middleware, on a toute la partie intelligente du produit. Toutes les règles métiers sont vraiment dans ce niveau-là, vraiment à ce niveau-là. C'est ce qui permet de communiquer, d'afficher correctement, je parle du numéro de téléphone, que le numéro de téléphone soit correctement syntaxé, par exemple. Donc on a vraiment ce middleware qui est aussi cette couche d'abstraction-là, avec toutes les règles métiers, qui communiquent avec les PSP qui sont utilisés chez Interflora, donc les Permanent Service Providers qui sont Frisbee ou Checkout, qui permettent à chacun d'entre nous, lorsqu'on commande des fleurs, de pouvoir payer avec une carte bleue, avec Mobile Pay, avec PayPal ou tout autre moyen de pouvoir de paiement. Enfin vient la partie, pour la suite, c'est pas enfin, par la suite, vient la partie CMS, donc la partie Datto CMS, qui est un CMS headless aussi. À chaque fois que les contributeurs, donc là, un nouveau persona qui arrive, donc je parlais tout à l'heure des personas, des utilisateurs finaux, là, on a un nouveau persona qui arrive, qui sont les e-merch. Donc les e-merch, lorsqu'ils font toute la partie contribution de la page, lorsqu'ils vont décrire le produit de façon en expliquant, voilà, c'est telle fleur, et ainsi de suite, tout ça est fait dans ce CMS-là qui est headless. Donc, on a également besoin du front. On y revient, on a vraiment ce front qui est
vraiment indispensable. Datto est également lié à CommerceTools. CommerceTools qui est là où toute la gestion des produits est faite, la création des produits, ce qu'on appelle les variants, les prix, les remises, les commandes qui sont suivies également dans CommerceTools. Tout ça, c'est vraiment lié à Datto et au front également. Ensuite, on descend dans les couches basses, donc toute la partie Azure Bus, des microservices, la partie Kafka qui est donc tous les messages qui sont envoyés, dans le gros pavé gris qui sont les SI locaux. Tous les microservices communiquent avec ces SI locaux. Je parlais de commandes tout à l'heure dans CommerceTools. Elles sont transmises aux SI locaux pour pouvoir être gérées correctement, envoyées aux fleuristes, que les fleuristes puissent les prendre en charge. Et voilà, on avance de cette façon-là. Ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est qu'il y a quelques mois, un petit peu moins d'un an, notamment suite au fait que dans les pays nordiques, la partie mobilité est très utilisée, une application mobile a décidé d'être mise en place. Donc, comme vous le voyez sur le schéma également, il y a le mobile qui est arrivé, qui a été une autre technologie front, qui est du React Native, et tout ça a pu être branché à tout le composable que vous voyez derrière, de façon très rapide, en quelques mois. La version mobile en France a pu être sortie avec les règles métiers identiques à ce qu'ils avaient sur le site web, avec la connexion possible, le paiement bien évidemment, la commande, de pouvoir voir ses PLP, ses PDP de façon exactement de la même façon qui était sur le site web. Donc l'application là, elle est en France, elle va être déployée sur les autres pays pour pouvoir continuer à rajouter et à mettre en place les règles métiers. On les met dans le middleware, on a besoin de les développer, de développer dans les deux frameworks front, et là on a nos fonctionnalités qui s'affichent et qui sont utiles pour l'utilisateur. Alors si on prend quelques pas de recul sur cette expérience de transformation, qu'est-ce qu'on améliorerait si on devait le refaire? La première chose serait de mettre dans le mix plutôt la notion de rapidité de l'expérience utilisateur. On en a parlé un peu plus tôt dans la conférence, la web perf, mais aussi le ressenti, les deux aspects vraiment, à la fois les scores et à la fois le ressenti, plutôt dans la conception du produit et peut-être dans les choix d'architecture initiaux. Le deuxième, c'est en place aujourd'hui, c'est d'avoir une boucle de feedback, une feedback loop plus continue, qui alimente le backlog produit, qui alimente la discovery, qui alimente les analyses, qui viennent du comportement, à la fois des outils analytiques sur le site, mais aussi des verbatims qu'on peut récupérer des clients via Trustpilot, via le NPS, via les diverses études qu'on fait en quasiment continu. Pour les intégrer, l'IA aide beaucoup désormais dans les pipelines produits et dans l'amélioration du produit. Également une meilleure absorption des contraintes SEO à l'époque et Géo maintenant. Gilles en a parlé au tout début de la conférence également sur la partie Géo. Donc toute la partie référencement, toute la partie ranking sur les moteurs de recherche comme Google que vous connaissez, mais sur les autres moteurs de recherche maintenant qui ont l'intelligence artificielle telles que SearchGPT par exemple, mais d'avoir vraiment des contraintes et comprendre ces contraintes de référencement. Et ça, c'est un classique des grands projets de transformation, plutôt s'atteler à simplifier les règles métiers lorsque cela est possible. Il y a toujours des règles métiers qui, elles aussi, souffrent de legacy ou de dettes métiers, qui sont pas tout le temps remises en question, soit parce qu'on ne se rappelle plus d'où elles viennent, pourquoi elles sont là. Prendre le temps de les questionner en profondeur, en général, simplifie le périmètre de ce qu'on souhaite construire et donc la qualité de ce qu'on sort au final, par simplicité simplement. Et enfin, un arbitrage entre élégance technique et robustesse. Effectivement, moi, en scène développeuse, on aime bien avoir des choses qui sont faites aux petits oignons et toujours aller un petit peu plus loin, donc avoir vraiment une élégance technique et qui soit maintenable également, parce que c'est vraiment très important de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir développer et implémenter une brique qui soit maintenable et également qui soit robuste. On parlait de scalabilité tout à l'heure. Il y a des pays qui ont été rajoutés, des migrations qui ont été faites, des pays qui ont été mis au sein du corps modèle. C'est important d'avoir aussi cette robustesse-là et réfléchir à aussi tout ce qui est mise à jour, éventuellement des frameworks pour éviter d'accumuler la tech technique comme il avait pu être fait auparavant. Et je ne vois pas le slide, mais on passe sur le suivant. En prise de hauteur, là, on parle de stratégie front-end aujourd'hui.
Finalement, une stratégie, c'est du temps long, c'est une approche qui est vivante. Ce qu'on retire de notre expérience et de l'aventure qu'on a vécue et qu'on finit de vivre encore, c'est que les choix front-end structurent la trajectoire à long terme, au sens de l'organisation des compétences, du type de compétences qu'on doit avoir dans les équipes pour faire vivre, à la fois en termes de projet, à la fois en termes de maintenance, nos stacks et nos produits. Une architecture composable est par nature plus fractionnée en termes de produits versus un monolithe, l'approche, on va dire, classique et traditionnelle, où on a une probabilité plus élevée de trouver des ingénieurs qui connaissent une grande partie de la code base et des fonctionnalités. En tout cas, nous, on fait ce constat-là, c'est moins le cas avec une architecture composable. Ça, c'est pour la partie structurelle de l'équipe qui dépend de l'architecture qu'on choisit. En fait, c'est un peu la loi de Conway qui se vérifie quasi systématiquement. Mais une architecture composable permet beaucoup plus, je trouve, de revisiter ses décisions, d'être agile, de s'adapter à l'évolution du business. Ces projets de transformation sont longs, ils se comptent en années. Le contexte économique change beaucoup, très rapidement, surtout dans l'e-commerce. Donc, si les outils, les produits qu'on construit et les architectures sous-jacentes ne sont pas capables de s'adapter le plus rapidement possible, en général, ça a un impact sur le business. Et effectivement, c'est un changement qui doit être en profondeur et qui structure le métier. Donc la plateforme unifiée, c'est un projet d'architecture et d'organisation. Je parlais tout à l'heure d'avoir des métiers, d'être tous sur la même ligne. Donc c'est très très important. Également, c'est la mise en place de l'agilité. On parle de fail fast. Moi, je préfère dire achieve quickly. Dans le sens où ça nous permet vraiment d'avancer, de mettre un pas, de se dire oui, là c'est bon, on a réussi quelque chose, on va aller là, et de pouvoir changer sa trajectoire. Là, on a vraiment une North Star, en fait, on sait où on veut aller, et on a une trajectoire, on l'imagine, mais c'est vraiment au fur et à mesure, et comme le dit vraiment Nicolas, le contexte économique peut changer. Il y a eu un Covid, et l'e-commerce a vraiment explosé pendant le Covid. Après, c'est un petit peu plus baissé parce que les gens pouvaient de nouveau sortir de chez eux. Donc voilà, on a vraiment cette aide organisationnelle aussi intrinsèque et intra la société où tout le monde est vraiment impliqué dans la création d'un produit. Enfin, le composable, c'est un accélérateur, c'est pas une finalité. C'est pas parce qu'on a mis du composable que ça y est, c'est bon, tout va être magique. Non, on a un composable qui nous permet d'aller plus vite, mais on doit mettre en place toutes les briques qu'il y a autour aussi pour pouvoir avancer et aller là où on veut aller, clairement. Donc, pour conclure, nous pouvons dire que la modernisation n'est pas un projet, mais c'est une trajectoire. Merci à tous. Merci beaucoup à vous deux. Merci Nicolas, merci Annabelle d'avoir partagé ce retour d'expérience avec nous. C'était très intéressant. On en a un deuxième maintenant à discuter, c'est celui de Qui nous garde, avec nos deux invités qui vont nous expliquer comment on est passé d'un monolithe WordPress vers une architecture headless moderne et comment on a fait les arbitrages framework front-end, notamment Angular vs React, et qui nous a amené vers Strapi et Next.js. Donc pour ça, je suis entouré de Olivier et Benjamin, donc Olivier Courtois qui est lead tech dans le groupe Epictech et Benjamin, donc développeur sur le projet Qui nous garde à Calliope. Donc je vous laisse la parole. Je ne sais pas si c'est Olivier ou Benjamin qui commence. Je me présente. Donc Olivier Courtois, je suis développeur lead tech web sur le groupe Epictech. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le métier. Voilà. Je te laisse te présenter, Benjamin. Je me présente aussi. Benjamin Russo, développeur chez Calliope depuis 4 ans maintenant. J'interviens principalement sur la partie front-end et back-end des applications web et j'ai eu l'occasion de travailler sur le projet Qui nous garde avec Olivier. On va pouvoir tout de suite commencer sur la partie contexte initial. Donc avant la refonte de votre site web, Olivier, est-ce que tu peux nous présenter rapidement, je me suis loupé. Est-ce que tu peux nous présenter très rapidement le groupe Epictech avant de commencer, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors le groupe Epictech, c'est un groupe qui est spécialisé dans les services à domicile. Donc on a plus de 900 collaborateurs avec 4 marques. La marque Complétude, qui est assez connue, qui est le numéro 2 du soutien scolaire à domicile en France. Qui nous garde, la marque dont on va parler aujourd'hui, où on est les numéro 1 français de la garde d'enfants à domicile, et Momji, qui est le numéro 1 aussi de la garde à domicile d'enfants en anglais,
Et notre dernière marque, Amélis, qui est de l'aide aux personnes âgées à domicile. Voilà, et on a des agences un petit peu partout en France. Super, très bien, merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit, on va pouvoir entrer dans le contexte initial. Donc, avant la refonte de votre site web, est-ce que tu peux nous présenter un peu dans quel contexte KinoGuard était, comment votre stack était organisé, quels problèmes vous rencontriez? Alors, il y a à peu près 7-8 ans, on a fait développer notre site web KinoGuard par des web agencies qui nous ont développé un site en WordPress. Et donc là, bon, c'est un site tout à fait classique en WordPress, mais on s'est rapidement rendu compte qu'on était sur une architecture qui était assez vieillissante avec beaucoup de plugins dans WordPress, des plugins où finalement on se sert que de 10% du plugin et on se rend compte que dans le CMS, en fait, il y a des options dans tous les sens, mais qu'on sert de pas grand-chose. Donc il y avait une difficulté quand même de faire évoluer ça. Au niveau maintenance, c'était quand même pas terrible. Et donc on a voulu repenser les choses et comme on savait qu'on voulait refaire un site internet, on voulait refaire le site KinoGuard, on s'est dit qu'il faut qu'on reparte sur un nouveau modèle. D'accord. Donc on était plutôt sur une architecture en WordPress, donc plutôt une architecture monolithique. Une architecture monolithique, très classique. Je ne sais pas si on peut voir le slide. Donc, bon, c'est une architecture très classique avec un CDN Fasterize qui nous permettait d'optimiser la vitesse du site web, un serveur web NGINX qui fait appel à un WordPress, qui lui-même fait appel à une base MariaDB, et puis le WordPress interrogeait nos API KinoGuard pour enregistrer les leads ou les conversions qu'on pouvait avoir sur le site. Très bien. Donc là, on a fait un peu le tour de l'architecture existante. Maintenant, on pourrait passer plutôt à la réflexion stratégique qu'il y avait derrière la volonté d'évoluer. Est-ce que, d'un point de vue plus technique, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelles étaient vos attentes et vos besoins? Oui, alors une des premières attentes, c'était donc comme on s'était rendu compte de cette difficulté de maintenir un petit peu le WordPress, une des premières attentes, c'était de séparer déjà le front et le CMS, avoir vraiment deux environnements différents et qu'éventuellement aussi on puisse brancher par exemple des applications mobiles sur le CMS en plus du front web. Un besoin aussi, c'était de passer d'une architecture qui était sur un serveur OVH à une architecture cloud avec du load balancing. Et puis d'avoir une stack qui était un petit peu réutilisable pour plusieurs projets, puisqu'on a plusieurs marques, et donc on a fait le site KinoGuard, mais on a refait aussi le site Amélis, on a refait le site Momji, bientôt Complétude, et l'idée c'était d'avoir une stack qui soit technique, qui soit pérenne, et si possible réutilisable. Et puis bien sûr c'était d'avoir un front qui soit avec une architecture moderne, enfin avec les frameworks JS modernes, pour avoir du composable, chose qu'on n'avait pas vraiment avec WordPress. Très bien. Au niveau des choix techniques, on va d'abord parler du CMS Headless. Il y en a pléthore sur le marché. On peut parler de Strapi ou de Contentful par exemple, ou de Datto CMS juste avant. Qu'est-ce qui a motivé le choix de Strapi plutôt que d'un autre CMS? Alors, chez KinoGuard, on avait déjà utilisé, moi j'avais déjà un petit peu travaillé avec Contentful, et quand on a cherché, quand on s'est dit oui, on veut partir sur un CMS headless, on s'est posé la question, quel CMS headless évidemment, et en faisant rapidement le tour, on a sélectionné deux, on va dire, Contentful, sur lequel on avait déjà travaillé, et Strapi. Et je connaissais pas Strapi, et quand j'ai investigué la chose, je me suis dit mais c'est vachement bien fait, c'est très clair, les interfaces sont limpides. Et puis Strapi c'est open source, donc on pouvait aussi
être en auto-hébergé si on voulait. Il y avait pas mal d'avantages sur Strapi. En plus, c'est quelque chose qui est français, donc il ne faut pas se priver quand il y a une technologie française qui fonctionne de l'utiliser, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça, c'est un petit peu tous ces critères-là qui ont fait qu'on est parti plus sur Strapi que sur Contentful. Très bien. Et maintenant, d'un point de vue plutôt front-end, je sais que vous utilisiez Angular en interne depuis quelques temps. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir plutôt sur du Next.js plutôt que de rester sur de l'Angular que vous maîtrisiez déjà en interne? Alors effectivement, on utilisait Angular en interne et donc comme on avait les compétences Angular, on s'est posé la question, on avait regardé trois grands frameworks qui étaient Angular, React et Vue. On a rapidement mis Vue de côté, peut-être à tort ou à raison, mais parce qu'on souhaitait que le framework qui soit poussé aussi par des grosses boîtes, donc Google ou Facebook. Et donc, comme on avait des compétences Angular en interne, oui, pourquoi on n'est pas parti sur l'Angular? Angular, je pense que ça a déjà été dit un petit peu précédemment, c'est quelque chose d'assez très structuré, très carré, c'est le gros bazooka, quoi, carrément. Et on a trouvé que React, c'était quand même beaucoup plus adapté pour faire du pur site web, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur React. Et comme React a tendance à pousser plutôt Next.js, on est parti sur Next.js pour ce sujet-là. Ok. Très très bien. Est-ce que maintenant tu pourrais nous présenter la nouvelle stack technique qu'on a décidé d'aborder, de prendre pour les différents projets du groupe Epictet? Oui, donc alors la nouvelle stack technique, donc tout est à peu près dans AWS. Donc on a un CloudFront qui appelle plusieurs pods Next.js, donc qui sont load balancés, qui lui-même appelle une couche back-for-front, et cette couche, elle fait le lien entre d'un côté le CMS Strapi avec le contenu et de l'autre côté nos API qui nous gardent, sur lesquels on enregistre par exemple toutes les données de conversion ou toutes les infos qui viennent de notre CRM. Très bien, parfait. Techniquement parlant, quels sont selon toi les gains majeurs que vous avez pu observer depuis que vous êtes passé sur cette nouvelle stack technique que tu viens de nous décrire? Les gains majeurs, c'est on a modernisé, je pense, l'expérience utilisateur. Ouais. On a quelque chose, les interfaces sont quand même bien mieux finalisées, bien mieux faites. On a mis en place une CI/CD qu'on n'avait pas forcément avant. Donc la CI/CD, elle nous permet de déployer quand même plus rapidement, de manière plus sûre dans le cloud, tout ça de manière automatique. Donc voilà à peu près les aspects techniques. Très bien. Donc maintenant, plutôt sur l'aspect organisationnel des projets qui nous gardent. Est-ce que vous avez vu une différence peut-être dans la méthodologie qui a été apportée ou ce genre de choses? Est-ce que ça a eu un impact sur l'évolution des différents projets? Sur la méthodologie, oui, déjà le fait qu'il y ait une CI/CD, ça facilite les déploiements, donc ça facilite les choses. On est passé sur de la méthode agile, donc au niveau de la méthode organisationnelle, ça structure la façon dont le projet se déroule. Donc ça facilite les choses. On a une stack aussi qui est plus attractive, qui est plus sympa. Et puis au final, on a, je trouve, un code qui est de meilleure qualité parce que comme on a bien séparé chaque brique, voilà, chaque brique a bien son rôle, clairement identifié, et au final, on a un code qui est, c'est pas du code spaghetti, c'est bien, c'est clair, quoi. Super. On va pouvoir passer aux enseignements clés. Donc, qu'est-ce que tu pourrais retenir, toi, de cette migration? Qu'est-ce que ça t'a enseigné
disons? Je pense que un des points, c'est que d'abord, il faut repenser l'architecture. C'est-à-dire que quand on repart sur un projet comme ça, il faut, si on veut mettre les bons outils, il faut déjà repenser l'architecture globale du système. Donc ça, c'est une chose. Les enseignements clés, on a une stack qui est beaucoup plus évolutive. Donc on sait que si demain on veut changer notre front, finalement on peut presque changer le front en théorie sans toucher au CMS, sans toucher à toutes les couches qui sont dessous. Donc c'est quelque chose qui est plus évolutif. Voilà, et l'approche headless elle nous aide vraiment dans ce sens-là et c'est vraiment un plus, je pense. Très bien. Et on va pouvoir terminer sur la dernière question. Et on a un petit visuel du site Kinouya qui a été fraîchement Magnifique. refondu. Si tu devais donner un conseil à une organisation ou à une entreprise qui hésite encore à sauter le pas et à passer sur du headless, peut-être par peur du gap technologique qui pourrait se poser, ce serait lequel? Je pense qu'une société qui n'aurait pas, par exemple, les compétences en interne, il faut qu'elle se fasse accompagner. Nous, c'est ce qu'on a fait. On est passé finalement d'un WordPress d'un WordPress à une nouvelle architecture, mais finalement, si je fais le bilan, on n'avait pas les compétences en React, on n'avait pas les compétences cloud, on travaillait pas en méthode agile. On s'est fait accompagner, ça s'est très bien passé avec Calliope. Et voilà, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur du gap technologique. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le métier. J'ai appris je ne sais combien de langages, je ne les compte plus. Voilà, c'est ce qui motive les troupes aussi de passer sur des nouvelles technologies et d'avancer, quoi. Et en fait, le changement, c'est notre pain quotidien. C'est notre quotidien de réapprendre quelque chose. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Le gap technologique, c'est pas une excuse pour. Si on est convaincu que l'architecture est la bonne, on se fait accompagner, on y va. Parfait. Très belle conclusion. Let's go. Merci beaucoup. Merci. Mais merci à tous les deux pour ce partage. Merci Olivier et merci Benjamin. On a donc vu deux groupes qui ont décidé de prendre des virages à 180 degrés et moderniser leur écosystème, leurs pratiques et leur organisation, ce qui apporte du coup beaucoup de bénéfices. Je vous propose maintenant d'aller un peu plus loin dans la technique et de passer à la troisième partie de cette matinée.